Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un tout nouveau jeu qui arrive sur Kickstarter. Je parle de Darkest Doom, premier projet d'une compagnie italienne qui arrive avec un surprenant jeu de figurines, de contrôle de territoire, mais également en compétitif, non pas avec une, mais 5 façons de remporter la partie. Alors, surprenant comme premier projet. Alors, sans plus tarder, on regarde ça à l'instant. Darkest Doom, c'est parti! Alors j'imagine que vous êtes curieux de découvrir ce qu'est ce gros jeu de figurines. Gros, c'est pas peu dire, c'est probablement un de ceux qui prend le plus de place sur ma table de jeu. Alors donc c'est de la compagnie, comme je vous ai dit, Game Start Studio. C'est du concepteur Mario Zattini, qui est un Italien, et magnifiquement illustré par Denis Medri. Alors on a ici, j'avais déjà présenté un magnifique livre de règles illustré comme une bande dessinée qui nous raconte un petit peu l'histoire fantasy de ces personnages-ci qui sont des gardiens qui vont devoir affronter les ténèbres, puisque on a ici donc la map qui représente le secteur de Bethel qui tombe dans la noirceur. C'est suite à la prêtresse, la grande prêtresse qui malheureusement a succombé du côté noir obscur. Le chaman a été enfermé dans l'espèce de pierre qui est ici, et les ténèbres commencent à prendre l'ampleur pour envahir le territoire. Et les gardiens, on a 4 gardiens qui ont hérité des pouvoirs de la prêtresse avant qu'elle disparaisse du côté sombre, pour pouvoir donc essayer d'éviter autant que possible d'arriver ce fameux chaos-là. Alors, on va vous présenter les personnages, puisque c'est quand même très bien illustré. Donc, j'ai Rohana, qui ici un corbeau. On a dans un univers ici avec des animaux. Ils ont tous des pouvoirs asymétriques avec des compétences également différentes. Alors ici, j'ai Tristram, qui lui un petit peu un marchand avec des potions. C'est un genre de magicien, il fait de la magie. Alors, on a ça ici. J'ai Sela, qui est un petit peu la rôdeur, si on veut, qui elle va peut-être se déplacer plus rapidement. Et j'ai Urian qui dans son cas lui est habile à manier l'épée. Alors des compétences de combat ici, on a un sens amplifié, donc à chaque fois que je vais brasser des dés de combat, je peux en brasser un de moins pour avoir automatiquement 2 succès avec des compétences ici qui vont apparaître sur notre plateau. Donc on a un plateau de joueurs comme ça qui est magnifique en passant, qui est complètement donc sur 3 épaisseurs. C'est lequel on va garder nos statistiques. Donc on va tout simplement coulisser ici notre feuille de personnage. Ça va nous donner nos compétences, donc ici de combat, de santé, de magie et de sagesse. Donc 5, 3, 2 et 1 et 3. C'est à l'emplacement que je vais mettre mes curseurs de départ qui pourront progresser ou diminuer en cours de partie. Si on y va dans l'ordre, donc le 5, ça va être le nombre de dés de combat que je vais pouvoir lancer lorsque je vais attaquer. Le 3, c'est mon nombre de points de vie qui est répété ici. Donc on voit ici que j'ai 3 points de vie qui vont pouvoir descendre et monter. Mais ça se trouve être mon maximum. Éventuellement, je vais pouvoir augmenter mes compétences. Ma magie, si on veut. Donc je suis à 2. On a ici 2 points de mana qui vont me permettre de jeter certains sorts qu'on va récupérer avec les cartes. Donc j'ai ça ici. Et 3, c'est mon point de sagesse qui vont représenter le nombre de cartes que je vais avoir en main, mais également le nombre de dés que je vais pouvoir jeter lorsque je vais faire des compétences. On va avoir des jets de compétences qu'on va pouvoir faire. Ensuite, j'ai 2 autres cubes que je vais mettre de côté qui vont me permettre de déterminer quelle valeur je vais augmenter durant la partie et qu'est-ce que je vais aller chercher comme relique. Donc ici j'ai donc mes points d'action, j'ai jusqu'à 3 points d'action que je vais pouvoir utiliser, on va pouvoir comme ça les répertorier. Et ici c'est les reliques que je vais pouvoir aller chercher. Donc je peux aller chercher, donc les 3 reliques sont ici, je peux aller chercher soit une pierre de sigil qui est ici, qui est une des conditions de victoire. Donc si je réussis à ramasser 3 pierres comme ça, je me dirige vers la statuette qui est ici, donc le haut bas de la falaise, et je vais aller
refaire le puzzle de la pierre magique si on veut pour libérer le chaman et c'est une des conditions de victoire. Donc c'est possible de remporter la partie de cette façon-là. J'ai des lanternes qui sont ici, les lanternes qui vont éclairer notre chemin. Ça va me pouvoir permettre d'aller chercher une incantation, si on veut, d'un personnage qui est ici. On a sa carte également, qui est celui du le ghost, donc le fantôme du lac. Donc je vais devoir m'en aller dans un lac avec ma lanterne, si je récupère des lanternes, et je vais pouvoir prendre mon personnage et carrément donc rentrer dans la lanterne comme ça, et mon personnage comme ça va être assisté par le fameux fantôme tant et aussi longtemps que je ne serai pas défait. Donc je vais pouvoir bénéficier de sa protection avec la lanterne. Chaque lanterne va me donner plus 1 en défense et plus 1 en attaque. Je peux en accumuler jusqu'à 3, donc ça me permet de me renforcer, mais ça va m'éviter, il y a certaines actions que je ne pourrai pas faire lorsque je vais être accompagné du fantôme. Et finalement, j'ai également ici ce qu'on appelle la urne d'Elder, qui est ça ici, qui va me permettre d'acheter des cartes plus puissantes pour aller me rechercher ici des équipements. Donc j'ai déjà mis des équipements. Sachez que ce que vous voyez là, le plateau il est déjà en action. J'ai tenu à vous le présenter un petit peu plus meublé parce que je pense que ça va vous donner une meilleure idée de ce qui est de la partie. Donc ça complète un petit peu ici l'aspect de mon personnage. J'ai de l'emplacement pour mettre 2 cartes d'équipement que j'ai déjà mis ici. J'ai ici la carte de citadelle, je vous montrerai comment tout ça fonctionne. J'ai ici la possibilité d'aller des cartes de prière. Encore là, ici, je peux mettre des statuettes que je pourrais aller chercher. J'ai de l'emplacement ici pour aller mettre d'autres cartes. Ici, j'ai de l'emplacement pour aller mettre des pièges. Donc, on va commencer la partie avec le nombre de cartes selon le nombre ici de sagesse que j'ai. Donc, j'ai 3. Parmi les paquets de cartes qui sont ici, je vais aller me récupérer 3 cartes et c'est moi qui choisis lesquelles je veux prendre. Donc j'ai des cartes d'équipement avec l'armure, j'ai des cartes ici avec la magie et j'ai des cartes de piège. On voit ici que j'ai le même symbole, ici les cartes pièges. Donc parmi les cartes que j'ai, ici il y a des cartes avec des pièges. Donc ça ici, on voit ici que c'est une carte de poison. Éventuellement, je vais pouvoir aller la mettre ici sous mon plateau et aller positionner un piège à quelque part qui va me permettre de me défendre, d'attaquer soit mes adversaires, soit les monstres. Parce que c'est un jeu qui est compétitif, mais il y a quand même beaucoup de créatures. Il va falloir collectivement quand même travailler ensemble si on ne veut pas perdre. Parce que collectivement, on peut tout le monde perdre. Comment on peut perdre? Ben, tout simplement, on va faire apparaître des filaments du chaos, donc de la noirceur, qui vont apparaître des ténèbres du sol. Et quand chacun des emplacements vont être recouverts de 3 filaments, donc des ténèbres, ça va mettre fin à la partie, tout le monde va avoir perdu. Tout le monde, sauf la personne qui aura décidé à la fin de la partie, et parce qu'ici j'ai le fantôme un petit peu de la lumière du lac, mais j'ai l'équivalent dans les ténèbres, donc je peux décider d'aller tomber du côté obscur et de travailler pour les ténèbres. À ce moment-là, si quelqu'un est avec ce personnage-ci, ben tout le monde va perdre et lui va gagner. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant. Il y a plusieurs façons de jouer la partie. On peut changer en cours de partie notre orientation. Donc je vous ai dit, pour gagner, c'est soit qu'on va libérer ici le chaman, soit qu'on va monter ici et qu'on va affronter la prêtresse pour la libérer de son sort qu'elle a reçu. Donc ça va être un personnage quand même qui va être difficile à combattre, puisque elle va avoir donc un nombre de points de vie qui sont ici. On voit ici, c'est les 9 tours de jeu, et chacun des tours, c'est un cœur. Donc c'est ses points de vie à elle. Plus je l'attaque au début de ma partie, et plus elle a beaucoup de points de vie, mais elle est faible. Et au contraire, à chaque fois que je vais faire un tour, je vais l'enlever. Je vais enlever ces cœurs-là, je vais les mettre dans le sac, puisqu'on a une espèce de back building. Et ça va faire en sorte qu'elle va être plus faible, mais elle va donc moins de points de vie, mais elle va avoir plus de force. À ce moment-là, elle va nous attaquer plus fort. Donc, il faut trouver le bon moment pour y aller. C'est une des façons donc de remporter la partie. Le premier qui monte jusqu'en haut ici et réussit à vaincre le personnage de la prêtresse, il va remporter la partie. Et l'autre aspect, c'est si on se rend jusqu'à la fin des 9 tours, tout le monde est vivant, il n'y a pas de chaos qui a pris le dessus. À ce moment-là, on va y aller au pointage et on va avoir ici des pistes de pointage. Donc, c'est des points qu'on va additionner à chaque jour. Donc, à chaque jour, on va remporter ici des points. Et on a des pistes pour les citadelles. On va pouvoir interagir avec les citadelles et à ce moment-là, remporter des points de cette façon-ci aussi. Donc, les cumuls de ces deux pistes-là qui vont faire foi du vainqueur si jamais on se rend au décompte des points.
Alors, comment se déroule une partie de Darkest Doom? Donc, c'est un jeu, comme je dis, qui se joue de façon compétitive. C'est de 1 à 4 joueurs, donc une partie qui se joue en solo si on veut, puisqu'on a ici un automa. Donc, c'est un deck qui va remplacer, on a les 3 personnages. Donc, si on joue à moins de 4, on va toujours avoir l'automa qui va être présent. Donc, on a son propre deck ici qui va interagir durant la partie. Donc, si on est 3 joueurs, le 4e joueur sera fait par l'automa. Si on est 4, il n'y a pas d'automa à ce moment-là. Et si on joue en solo, ben les 3 adversaires vont être représentés par le deck qui est ici. Donc, ça se déroule quand même assez bien. Ensuite de ça, on va avoir notre pion de quête qui va apparaître, qui va nous permettre de déterminer où est-ce qu'on va aller faire nos quêtes, parce qu'on va avoir des quêtes à faire durant la partie. Et nos pièces de destin, qui est de l'argent si on veut, mais qui vont nous servir à modifier le dé de foi ou de chance qu'on a ça ici. Donc, lorsqu'on va jouer ça, on va pouvoir dépenser de l'argent pour influencer, donc augmenter ou diminuer la valeur du dé. Donc, lorsqu'on va commencer, on va se prendre nos 3 cartes, dans mon cas, parce que j'ai 3 ici, que je vais mettre dans ma main. Alors, je peux avoir plus de cartes, mais en tout temps, je vais devoir défausser pour avoir un maximum de 3 cartes à la fin de mon tour. On va se prendre également des quêtes. Donc, on a des cartes de quêtes qui sont ici, qui vont déterminer, donc ça représente le plateau, exactement comme on a là. Et on va regarder ici l'emplacement qui est représenté. Donc, dans ce cas-ci, c'est la fameuse pièce qui est là, qui représente le sentier qui est ici. Alors, c'est présentement ma quête. Je vais devoir partir, aller jusqu'à là-bas pour pouvoir dévoiler ma quête. À ce moment-là, ça va me faire des points. Ça va me révéler également un chapitre, puisque là, on a une histoire qu'on va devoir reconstruire. À ce moment-là, on va apparaître un livre comme ça, qui éventuellement va nous donner des pouvoirs spéciaux, parce qu'on va réussir à aller chercher. Donc, c'est une des façons de faire des points, c'est d'aller accomplir différentes quêtes. Les quêtes, c'est intéressant parce qu'à chaque fois qu'on va y aller, on va également influencer nos statistiques, on va augmenter nos statistiques, on va aller chercher des reliques en même temps. Lorsque j'ai choisi ma quête, je vais choisir laquelle caractéristique je vais vouloir augmenter. Là, on voit ici que j'ai un plus à l'intérieur, ça veut dire que je vais devoir brasser le dé de foi au-dessus de la valeur de ma statistique. Donc, j'ai l'avantage à prendre la statistique la plus basse possible, donc je pourrais prendre la magie, mais comme lui, je suis pas fort en magie, je pourrais essayer d'y aller en sagesse pour augmenter mes cartes en main. Les cartes en main, ça me présente des équipements, mais c'est également une autre façon d'influencer les dés. Je vais vous montrer ça plus tard. Et je choisis également une relique, donc je pourrais y aller en disant, je vais essayer de chercher donc la relique pour aller chercher ça ici. Vous dites c'est simple parce que j'ai juste à le faire 3 fois de suite et je vais réussir à avoir mes trois pierres précieuses pour pouvoir aller accomplir la fin de la mission. Pas tout à fait parce qu'à chaque fois que je finis une quête, il faut que je déplace ces jetons-là, ces deux-là, et je ne peux pas être à le même emplacement que celui où est-ce que je suis présentement. Donc, ça fait en sorte que je vais devoir tout le temps alterner, changer de stratégie, donc ça prolonge un petit peu la partie. Tout ça, c'est bien balancé avec les 9 tours de jeu. Alors, vous voyez que le plateau est quand même relativement sombre. C'est peut-être un petit reproche que je lui fais, en tout cas moi qui est daltonien. Ça fonctionne par code de couleur et je dois dire que c'est pas très très lisible dans mon cas. Donc on a un contour ici. Vous voyez que ça c'est un contour gris. C'est pour ça que j'ai mis la base ici grise en dessous de la citadelle. Ça c'est une des citadelles. Et ici on a ce qu'on appelle notre Blood Temple, donc notre temple de sang. C'est où est-ce qu'on va partir. Donc ça va être notre endroit de départ. Lorsqu'on va mourir, parce qu'on peut mourir dans les combats, on va réapparaître ici et on va recommencer. La seule chose c'est qu'on va perdre 3 points de destin ou de victoire si on veut à chaque fois qu'on va décéder, donc c'est pas nécessairement payant à ce niveau là. Donc on voit ici donc j'ai le vert avec la citadelle verte, j'ai le mauve ici avec sa citadelle et j'ai le orangé avec la citadelle qui est ici. Encore là, j'ai mis des bases en dessous parce que normalement ici la ligne représente la couleur orange. Pour moi c'est assez discret, il aurait pu mettre ça vraiment un petit peu plus flash pour qu'on voit bien. Alors, ça m'a permis donc d'identifier comme ça avec mon personnage donc qui va se promener ici. Alors, comment se déroule la partie? C'est quand même relativement simple. Je dois dire que j'ai été quand même impressionné au début. J'ai lu le livre, je me suis installé pour faire une partie. J'ai recommencé pour essayer de bien comprendre. Il y a une chose que j'avais pas tout à fait compris, c'est les fameuses pistes et les citadelles. Donc ici, on a des pistes qui vont représenter nos citadelles. Mais les citadelles ne nous appartiennent pas. Donc, ils sont de même couleur que nos personnages, mais ça ne nous appartient pas. La manière d'avoir la citadelle, c'est d'aller sur le terrain de la citadelle avec
au moins un point de destin. Et à ce moment-là, on va prendre un de nos marqueurs. Donc, dans mon cas ici, je suis gris. Ce que je ferais, c'est que je mets le dessus ici. Donc, la citadelle maintenant m'appartient, même si c'est une citadelle orange. Mais comme le dessus ici est de ma couleur, à ce moment-là, c'est une citadelle qui va m'appartenir. Mais quelqu'un pourrait se représenter sur la citadelle, avoir plus de points que moi. À ce moment-là, il va enlever mon dessus ici et il va en prendre possession. À ce moment-là, elle va changer d'allégeance, si on veut. Et donc, le marqueur qui est ici va être des points qui vont appartenir non pas au orangé, mais bien à celui qui possède la citadelle orangée. Dans le cas présent, c'est les mauves. Donc, c'est eux qui vont marquer le nombre de points qui sont ici. Donc, ça m'a pris du temps avant de comprendre ça. Mais un coup compris, ça se passe quand même relativement bien. Alors, comment se déroule un tour de jeu? Donc, c'est assez simple. En commençant, on va toujours repiocher nos cartes pour avoir donc notre nombre de cartes que notre sagesse nous permet d'avoir. Si on n'a plus de cartes quest, on va en piocher une nouvelle. Donc, on a toujours au moins une carte de quest en notre possession. Donc ça reste à usage. Donc je vous la mets présente pour que vous la voyez, mais normalement c'est caché. Donc mes adversaires ne le savent pas nécessairement. Mais en tout temps, je peux décider d'aller dire elle est où ma quête. Donc dans le cas présent, je pourrais prendre mon jeton et aller l'identifier ici. Ce qui veut dire que ça donne l'objectif à tout le monde en disant que ma quête à moi est là. Sachant que c'est un jeu de confrontation, que je peux me faire ralentir, que je peux même me faire attaquer par mes autres adversaires, c'est peut-être pas une bonne stratégie de l'annoncer très très d'avance. Il faut par contre que je sois au moins à 4 cases pour pouvoir l'annoncer, parce que si je suis à moins de 4 cases, ça donne plus rien. Si je fais une quête qui reste secrète, ça va me donner seulement un point de victoire. Si je fais une quête qui a été marquée, ça me donne donc 3 points de victoire. Ça me permet de marquer plus de points de victoire lorsque j'ai dit à tout le monde, c'est là que je m'en vais. Ensuite, vous pouvez faire une série d'actions, mais vous en avez un maximum de 3 qui sont représentés ici par vos fameux points d'action. Alors, quels sont les points d'action qu'on peut faire? On peut faire un déplacement. Donc, si je suis ici sur ma citadelle, je vais me déplacer. On a des régions donc marécageuses, de forêts, j'ai des montagnes, j'ai de l'eau. J'ai également des portails donc de la loge sombre qui sont disponibles, que je vais vous identifier après ça. Alors, si je veux me déplacer dans des terrains standards qui sont les forêts et les plaines, ça me coûte tout simplement un point de mouvement, donc un point d'action, pour pouvoir me déplacer. Dans chacun des terrains que je vais arriver, j'ai la possibilité de faire des actions. Donc, dans les plaines, où est-ce que je suis présentement avec ce Lego-ci, je peux défausser 3 cartes de ma main pour gagner un sou. Donc, ça me permettrait donc d'échanger des cartes contre de l'argent. Sachant qu'à chaque début de tour, je vais repiocher des cartes. C'est une façon de faire de l'argent qui peut être quand même intéressante. Parce que bon, l'argent sert à plusieurs choses. Comme je l'ai dit, ça influence la valeur du dé, mais ça me permet également d'acheter des cartes. Donc, si je veux positionner ici le poison qu'on s'est parlé tantôt, ben, ça me coûte une pièce d'argent pour le faire. Alors, dans ce moment-là, ben, je dois défausser une pièce et mettre mon piège à quelque part, et à ce moment-là, je vais pouvoir l'activer. Donc, l'argent sert à ça. Et dans les plaines, ça me permet d'aller changer des cartes pour de l'argent qui est quand même bien. Par contre, lorsqu'il vient le temps de me défendre, les fameuses cartes ont un pouvoir assez spécial, c'est qu'ils ont également des icônes ici. Et ça permet de changer la face des dés. Donc, c'est les dés d'attaque, c'est les dés qui sont ici. Et si jamais j'ai besoin d'une épée, ben avec cette carte-ci, je peux changer n'importe quel dé en valeur d'épée. Donc, c'est quand même assez intéressant. Donc, lorsque j'expliquerai les combats, je vous donnerai à quoi servent exactement chacune des icônes. Mais avoir des cartes, c'est très bon dans ce jeu-là. Si je me décide d'aller pour un autre point en forêt, donc je prends un autre point ici. Alors en forêt, ça me permet de me déplacer de jusqu'à 2 cases sur une case qui a déjà une créature. Donc la créature qui est ici est trop loin parce que c'est 1, 2, 3 cases. Je pourrais pas utiliser le pouvoir qui est ici, mais avec 2 de pétales, si la créature avait été plus proche, j'aurais pu me déplacer. C'est pas bon par contre pour les montagnes. Les montagnes vont nécessiter, 2 points pour monter en montagne. Parce qu'en montagne, ben, on sait c'est plus long de monter, donc ça prend 2 points de déplacement, je pourrais pas le faire directement d'ici. L'avantage d'être en montagne, c'est que c'est là que je peux installer des pièges, parce que j'ai une vue en plongée sur tout le monde. Et dans ce jeu-là, on peut se faire attaquer lorsqu'on est adjacent. Par contre, si on est en montagne, c'est pas possible, puisqu'on est trop haut, il n'y a pas possibilité de se... Donc c'est un point de défense également qui peut être stratégique.
Par contre, ça coûte plus cher monter ici. L'autre avantage, quand je vais redescendre, ben pour un point de mouvement, je peux faire 1-2, puisqu'on sait, ça va plus vite descendre d'une montagne que de la monter. Alors, un point de mouvement pour se déplacer de 2, donc on va rattraper un petit peu le périple à ce niveau-ci. En montagne, comme je l'ai dit, donc c'est la possibilité d'activer vos pièges lorsque vous y êtes. Lorsqu'on va dans l'eau, donc le lac nous permet de se guérir. Donc, dès qu'on rentre dans le lac, ça me permet d'aller chercher un point de vie. Donc, je vais me guérir, je vais me soigner. Et je peux y rester, puis pour chacun des points d'action que je vais utiliser, je vais récupérer un point de vie. Donc, c'est un endroit intéressant pour aller chercher de la vie. Ensuite, j'ai l'entrée de la Black Lodge. Donc, la loge noire, qui sont ici, mais on voit qu'ils sont un peu partout sur le plateau. C'est la façon de se déplacer rapidement. Si j'arrive ici, pour un point d'action, je peux entrer là, puis directement m'en aller jusqu'ici si je veux, ou même jusqu'ici, et même jusqu'ici. Donc, ça me permet d'aller rapidement d'un côté à l'autre du plateau. Par contre, c'est la loge noire et on est envahi par les ténèbres. Donc, à chaque fois qu'on va faire ça, on va prendre une carte. Ça, c'est super bien pensé. On a l'espèce de montagne ici et on a un présentoir à cartes qui est à l'intérieur ici. Donc, ça permet d'avoir ça accessible. Alors, je prends une des cartes qui est ici et on voit ici qu'est-ce qui va se passer. Donc, je vais brasser un dé. Et je dois être sous la valeur de ma fameuse statistique que je vais augmenter. On voyait tantôt que c'était bien d'avoir un plus parce que là, je devais être au-dessus. Et là, je vais devoir brasser un dé pour être en dessous de 3, ce qui n'est pas évident. Alors 6, c'est manqué. Donc, si c'est réussi, je fais le bonus qui est ici. Ça me permet d'aller chercher d'autres choses. Des fois, c'est des malus. Et on a un symbole de lune qui est ici. Alors, à chaque fois qu'on va avoir ce symbole-ci qui est présent un petit peu partout dans le jeu, je l'ai également ici. Je l'ai à plusieurs endroits. Donc, à chaque fois que je le fais, je vais avancer le marqueur ici. J'ai une espèce de tour. Et on va avancer ici le marqueur de 1. Et si jamais je brasse 2 dés et j'ai deux symboles, ben je vais avancer de 2 à ce moment-là. Et on va multiplier l'action par le nombre de décomptes que j'ai. Donc, je ferai 2 fois l'action qui est là. Sachez que ça peut être bon comme ça peut être pas bon. Donc ici, il va me permettre de changer la valeur des dés selon les icônes qui sont ici. Donc ça, c'est positif. Ici, ça va faire apparaître un filament comme ceci à côté de la citadelle. La citadelle, c'est ça qui est la plus proche du premier joueur, donc c'est négatif. Ici, ça va faire apparaître même chose, des filaments à côté de tout ce qui est à côté des fameux Dark Pool. Donc on va faire apparaître des espèces de zones d'apparition, si on veut, une monstre. Et lorsqu'on est à côté de ça, c'est pas bon. Alors ça fait apparaître des filaments également. Ça change la face des dés, ça nous donne des blessures, ça fait des filaments sur notre point de départ, ça change les dés. Et ici, ça fait Envold. Et ça, on n'aime pas ça parce que ce que ça fait, c'est lorsqu'on a des créatures qui sont sur le plateau, donc ça, c'est des créatures de l'ombre de niveau 1. Ben, si on arrive à ce niveau-là, on va faire remplacer ces figures-là par une... Donc, ils vont évoluer vers quelque chose de plus grand. Et si elle va évoluer encore, ben, c'est elle qui va apparaître. Donc, l'espèce de loge qui va nous ensevelir avec le pierre tombale et tout et tout. Donc, si vous voulez tomber du côté obscur, c'est le temps, parce qu'il va être sur le plateau. Alors, c'est donc la façon de faire évoluer. C'est une des façons, mais il y a d'autres trucs qui vont apparaître également. Donc, on a expliqué les actions de mouvement. On peut également, pour un point de mouvement, entrer dans une citadelle. Donc, j'ai une citadelle qui est ici. Alors, pour prendre possession d'une citadelle, je dois avoir au moins un point de gloire donc sur ma piste quotidienne. À chaque jour, donc, on a 3 actions, donc de jour. Ensuite, va venir le soir. On va vous montrer, on va enlever ça, on va tomber le soir. On va avoir 3 autres actions. Et ça complétera un tour de jeu. Donc, on va faire ça 9 fois. Et à chaque fois qu'on va arriver ici sur la citadelle, il faut qu'on ait donc minimalement un point de gloire sur notre piste ici, donc avoir fait une quête exemple ou avoir combattu un monstre pour aller prendre des points de gloire. À ce moment-là, je peux arriver ici et c'est là que je vais pouvoir influencer, donc je vais pouvoir mettre mon marqueur qui est ici pour dire donc sur la citadelle grise, j'ai ici maintenant un point parce que je vais retransposer mon point vers le point de la citadelle. Mais sachez que ce point-là, il est permanent. Celui-là va être temporaire parce qu'il va changer chaque jour, mais lui qui était permanent, là il m'appartient, mais il pourra éventuellement être perdu si un autre de mes adversaires vient mettre son marqueur sur le dessus.
Ce qui est intéressant lorsqu'on contrôle des citadelles, c'est qu'on a des actions possibles. Donc, je peux ici faire un encounter. Donc, ça va me permettre d'aller chercher 2 cartes qui sont ici. Et d'aller donc prendre des cartes qui vont, donc pour une action ici, qui vont me donner des pouvoirs assez particuliers, qui vont m'aider beaucoup. Alors, vous allez voir, les illustrations sont vraiment magnifiques. C'est très cartooniste. Et s'il y en a que je vais garder, je vais pouvoir les garder ici. Donc j'ai 2 emplacements pour ce qu'on appelle nos pièges, mais également pour ces cartes-ci. Alors c'est une des actions, des cartes de rencontre. Je peux également échanger des reliques, donc les reliques que je pourrais aller chercher ici. Je peux les échanger contre 3 pièces d'or pour enlever un effet négatif que sur une de mes cartes ou pour enlever des filaments. Et là, c'est une des seules façons, on a 2 façons d'enlever des fameux filaments comme ça, parce qu'on sait que dès qu'il y en a 3 sur chacun des bâtiments, la partie est perdue pour tout le monde. Alors, c'est pour ça que c'est important d'avoir l'alliance avec les citadelles. Ça nous permet donc de faire ces actions-ci. On peut également activer la carte de rituel qui est ici, mais pour ça, il faut avoir au moins une statuette qui est sur le dessus, donc c'est les fameuses statuettes qui sont ici. C'est pas facile à avoir, il faut se rendre jusque... Donc, il faut avoir fait durant la journée au moins 6 points, arriver sur une place de citadelle, aller avancer notre marqueur jusqu'à l'emplacement de la statuette pour pouvoir la récupérer. Et ça, lorsqu'on a ça, on va pouvoir utiliser donc les pouvoirs qui sont ici, le rituel des gardiens, qui va me permettre d'enlever des cartes de contamination. On va vous montrer, donc c'est les fameuses cartes qui sont ici. C'est des cartes négatives qui vont polluer notre deck, parce qu'on a un nombre maximum, mais dès qu'on prend des cartes noires, il reste dans notre deck, on ne peut pas s'en débarrasser, sauf en allant ici faire le rituel. On peut faire le rituel aussi de la prière de Bethel, qui va me permettre, encore une fois, d'aller enlever des fameux filaments. Et on peut, durant la nuit, parce que ça c'est des actions de jour, on a l'action de soir si jamais on est du côté obscur. Et ça, on va avoir rapporté des statuettes, mais d'une autre sorte, qui sont plus maléfiques. Eux, ils vont venir ici polluer notre carte. Mais si on est du côté obscur, ça va nous permettre donc d'aller enlever les statuettes qui sont sur notre plateau de départ et aller les transposer chez un de nos adversaires. Donc, on a un petit peu de take-that à ce niveau-ci. Bon, il reste 2 actions qu'on peut également faire. On peut se déplacer pour aller ici essayer d'enlever les fameux pools donc de noirceur, ou d'où jaillit la fameuse noirceur qui envahit le territoire. Et ça va aller selon le nombre de tours. Donc si j'ai un marqueur de tours, on voit qu'il s'en va jusqu'à 9. Donc à chaque tour, on va enlever ça. Ici, on voit qu'on part avec 3. 3, c'est la difficulté de notre premier test. Et plus on va aller, plus ça va aller jusqu'à 5. Alors lorsqu'on arrive à faire un test, on regarde ici, on a le même symbole, donc c'est comme un piège. On prend la carte qui est ici et on va la mettre en jeu. On a différents symboles et c'est des dés blancs qu'on va brasser à ce niveau-là. On va regarder donc notre wisdom, notre sagesse, et c'est le nombre de dés également qu'on va brasser. Donc dans le cas présent, c'est 3. C'est pour ça que je dis que la sagesse est quand même intéressante dans ce jeu-là. Alors on va tout simplement brasser les dés. Et là, j'ai une difficulté de 3. Ça veut dire que je prends les 3 premiers icônes qui sont ici. Et je dois faire avoir des symboles correspondants. Donc ici, j'ai une lune, j'ai un bouclier et j'ai un soleil. On voit ici que j'ai le bouclier. Ça va. Ça c'est le soir, donc l'obscurité. Et ça, c'est le symbole de notre prêtresse qui est ici, qui est un succès lorsque je veux l'attaquer elle, mais sinon ça ne sert pas durant le jeu. Alors, j'ai pas les bons symboles. C'est à ce moment-là qu'on peut utiliser les cartes qui sont ici. Donc, on voit ici que j'ai le symbole de la lune qui peut remplacer un des dés ici. Par contre, j'ai pas de bouclier. Donc, c'est un échec dans le cas présent. Et dans ce moment-là, ça s'en va dans ma main. Et j'ai manqué donc de défaire le piège. Ça va me donner quand même un point de victoire. Donc, je vais quand même avancer de 1 sur la charte quotidienne, donc de gloire. Si je réussis à avoir le test, ben c'est de 3 que je vais augmenter à la place. Donc, je vais pas garder la carte, je vais pouvoir la défausser à ce moment-là. Et je vais avoir 3 points de victoire. Je tourne de côté et on regarde ici ce qu'il y a en arrière. Donc, ils ont tous des symboles différents. Et dans ce cas présent, ça fait apparaître un personnage qui est ici sur ma case, que je vais devoir affronter. Donc, à chaque fois qu'on est vis-à-vis un personnage, ben, on doit se combattre contre eux. Comment fonctionnent les combats? C'est un peu le même principe, donc on part avec les dés rouges. Dans mon cas ici, je suis un peu mieux équipé, j'en ai 5. Et là, j'ai une créature donc de base de niveau 1. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va piocher l'autre type de cartes qui sont ici. C'est des petites cartes, vous voyez.
Mais tout est là, donc ça dit ici le niveau 1, niveau 2, niveau 3 et la prêtresse. C'est les statistiques de combat, de bon nombre de points de vie et ce qui va se passer après. Donc je peux récupérer de l'or ou avoir des effets secondaires. Donc dans mon cas présent, je fais tout simplement brasser le nombre de dés, j'en ai 5, mais on voit que lui j'ai une compétence, donc je peux en brasser un de moins pour faire directement 2 dégâts. Alors on est avec lui ici, lui il fait 2 d'attaque, il a 3 de points de vie. Donc sachant que j'ai déjà 2 touches, je brasse tout ça et je regarde qu'est-ce que ça donne. Donc j'ai ma 3e touche qui est ici avec l'épée. J'ai un bouclier qui va me défendre et là lui il me touche avec une fois. Je pourrais prendre mes cartes pour pouvoir bonifier, mais là c'est pas le cas, donc il me touche avec 1. Donc je prends un dégât et j'ai réussi donc à m'en débarrasser. Là, lorsque je tue un personnage comme ça, c'est 3 points de victoire. Un personnage de niveau supérieur, c'est 4. Et le gros personnage ici, c'est 5 points de victoire. Alors, j'ai réussi à battre. Je prends ça. Par contre, je me prends une deuxième carte pour regarder si il se passe quelque chose. Donc, on voit ici que j'ai une pièce de destin qui s'ajoute. Et ça va créer un filament sur la citadelle la plus proche. Donc, c'est celle-ci. Donc, ça, c'est un effet secondaire de mon personnage. Donc, il va créer ça par quel. Donc, je vais avoir réussi, mais pas sans peine et misère. Alors, c'est tout simplement comme ça que ça se déroule. Au niveau des combats, c'est très rapide. Ça permet quand même de garder un certain dynamisme dans la partie. Alors, quand on a fini nos 3 actions, tout simplement, tout le monde a joué. C'est là qu'on va enlever un des jetons. On va le prendre et on va le mettre dans le sac ici. Alors, on a déjà des pions dans le sac ici. Ça va déterminer les types d'actions que nos monstres vont faire. Donc, c'est ce qui va activer les monstres. Et on va réenchérir ici en mettant des fameux jetons. Donc, on voit ici que d'une ronde à l'autre, ça va augmenter la difficulté des tests qu'on a fait tantôt pour les pièges. On a également ici un deck de cartes supplémentaires. Dès que j'arrive à ce niveau-ci, je vais ajouter des cartes qui sont dans ce paquet-là. C'est des cartes qui vont rendre le jeu plus difficile. Et éventuellement, on peut se rendre jusqu'à 5 de difficulté ici. Lorsqu'on arrive à 9, ça met la fin de la partie. Alors, lorsqu'on a donc mis notre prêtresse ici, on va tout simplement dévoiler les 2 premières cartes qui sont ici. C'est le même principe que nos fameux quests ici. Donc, on a la map qui est ici. Ça nous dit qu'est-ce qui va se passer. Mais avant, on regarde ici. Donc, ça se passe dans le présent. C'est l'anniversaire de la mort. Alors, ce symbole-ci, c'est les fameux Dark Pools qui sont ici. Et ils sont représentés sur la carte. Ce qui fait que ça ne sera jamais pareil parce que le mix des 2 cartes ne sera pas identique d'une fois à l'autre. Donc, on va prendre la symbole qui est ici et on va déplacer les fameux pools tout au long de la map selon les emplacements. Ça peut créer des conflits également lorsqu'on va être présent. On va ici avoir, ça va faire apparaître ici des filaments sur le premier joueur, donc celui qui sera premier joueur. Donc encore une fois à proximité, si c'est encore moi, ben, j'en ai un autre qui s'en vient ici. Et j'ai un petit texte ici qui va d'être différent d'une fois à l'autre. Et ça me dit même ma prochaine événement si ça va être dans le présent ou dans le passé. Là, c'est le passé. Donc, ma prochaine carte que je dois tourner, c'est le passé. Donc, je vais tourner jusqu'à temps d'avoir une histoire qui va se tenir avec les cartes qui sont ici. Donc, on a fait ça. Lorsqu'on a terminé, on regarde si on a des personnages sur le plateau. Si c'est le cas, on va tout simplement regarder ça ici et on va tirer des jetons. Donc, ici, ça dit le premier personnage qui est à côté de moi. Donc, si je suis le premier joueur, ça se trouve être lui. Et on dit qu'il va se diriger vers le personnage vert. Donc, le personnage vert, il est là-bas. Il va se déplacer par le chemin le plus court pour pouvoir s'y rendre, mais il utilise également les portails. Donc, dans le cas présent, il va faire 1. Il va apparaître là. Mais il ne peut pas aller sur une place où il y a déjà quelqu'un. Donc, il va faire 2 et 3. Et quand il est adjacent, il peut attaquer. Et à chaque fois qu'il prend le portail, mais lui aussi, il va prendre une carte comme ça et il va activer, il va déplacer les marqueurs là, qui va créer des événements, qui va créer des apparitions également de fameux filaments de noirceur. Et comme ça, donc, on va avoir l'aspect, on va tasser ça et on va donc avoir un aspect de backbuilding qui va se créer avec ça parce que tous les jetons ici ont des objectifs différents derrière. Ils ont même certaines catastrophes comme des éclipses de solaire qui vont créer d'autres choses. Et donc, c'est ce qui rend la partie aussi difficile. Et lorsque un cœur comme ça va apparaître, c'est ce qui va faire aussi grossir les personnages au niveau supérieur. Donc, c'est l'autre façon de faire ici ce que j'avais présenté comme un Envol. Alors, ça
C'est un jeu dans lequel le problème s'installe rapidement et devient de plus en plus complexe. Alors, donc, à chaque jour, donc là, on a fini la phase de jour. Alors, on va refaire 3 autres actions dans l'action de soir. Donc, ça nous permet de rejouer. Et les ténèbres ne rejouent pas. Donc, c'était juste à l'arrivée de la nuit que les ténèbres jouent. Sinon, nous, on a comme 2 phases de jeu. Et on va comme ça construire des points de jour et de nuit à la fin de la nuit. Donc, on va regarder qui va avoir progressé sur la charte qui est ici. C'est un nombre de points. Alors, celui qui sera premier va récupérer ici 2 cartes. Et c'est des avantages. Il va choisir une des 2, il va la garder. Et il va lire la carte. Ça va, la plupart du temps, influencer tout le monde, mais mieux pour lui. Donc, ça dit celui qui a le plus de points quotidiens qui est ici. Il va commencer la prochaine phase avec 1 point. Donc, il va déjà commencer en avance sur le prochain tour. Ensuite, tous les gardiens qui ont au moins 4 sur la charte qui est ici va pouvoir enlever un personnage qui est comme ça ici ou une carte noire, donc une carte que j'avais mis dans mon deck qui me causait problème. Donc c'est bénéfice pour tout le monde et tous les gardiens vont gagner une pièce. Alors comme ça, à chaque tour, ça va donner des bonus un peu à tout le monde, mais un peu plus à celui qui finira premier. Et on va déterminer l'ordre de tour à partir de ça. Donc celui-là va tomber premier. Donc vous comprenez le principe, on va réarranger les marqueurs qui sont ici. On remet tout ça à 0. Et on recommence, on tasse le marqueur et on recommence un autre tour de jeu. Donc les points ici, les points de gloire sont à refaire à chaque jour. Ça me permet juste d'aller chercher des cartes, d'aller influencer, mais c'est important parce que pour aller ici rechercher mon adversaire s'il s'en vient ici, ben, il faut que ce soit supérieur au marqueur qui est ici. Donc si je suis ici, il faut qu'il ait réussi à marquer son marqueur, donc orange jusqu'à 4 au moins, pour pouvoir arriver ici et dire ben je vais prendre la citadelle et maintenant c'est moi qui vais marquer ces points-là et non pas toi. Ça c'est des points permanents, ça c'est des points à refaire à chaque partie. Par contre au 9e tour, on va additionner le total de ça et de ça. Donc c'est important d'aller faire des points également pour la dernière ronde qui est ici. Un aspect intéressant au niveau des citadelles qui donne quand même beaucoup de possibilités supplémentaires au jeu, qui va changer en cours de partie, donc il va y avoir des allégeances et plus on en a, plus c'est payant parce que si j'ai 2 citadelles, peu importe où je vais aller, je vais pouvoir faire 2 fois l'action. Même chose ici avec les prières. Donc plus on en a et plus on est capable de faire des actions plus fortes. Alors on continue comme ça dans la partie, on essaie d'aller faire nos objectifs, on va les changer, ça va nous permettre d'aller chercher certaines reliques, qui va nous permettre également soit d'aller faire apparaître le fameux fantôme pour pouvoir augmenter nos statistiques et se déployer du côté de la lumière si on veut, ou d'y aller du côté sombre et peut-être arriver avec donc prendre alliance avec le côté sombre et essayer que le jeu gagne si on veut, parce que lorsqu'on va se mettre à l'intérieur de ça, c'est un point de non-retour. On va devoir maintenant travailler avec le côté noir, on va piocher des cartes à chaque tour, c'est nous on va plus maintenant se déplacer selon ce qui est ici, c'est le joueur qui va prendre le contrôle du côté obscur et qui va essayer de faire en sorte que tout le monde perde sauf lui. Alors ça c'est assez intéressant, donc le moment où quelqu'un prend la décision de transférer du côté obscur. Donc au niveau des cartes, comme je vous ai dit, il y a plusieurs types d'armement. Des fois c'est de l'or qu'il faut payer, des fois c'est avec de la corruption. Donc dans ce cas-là, on n'a rien à payer, mais au contraire, on va aller récupérer une carte maudite si on veut, pour aller avoir une lame d'assassin. Donc c'est payant, mais ça coûte pas cher, mais on a une carte au bout de la ligne. D'autres fois, c'est avec des objets comme ça ici, j'ai le Silver Bow, et je dois le payer avec les fameuses reliques ici, donc c'est plus puissant. Et la façon que ça fonctionne, c'est qu'on va mettre des charges sur les cartes, donc selon le nombre qui est ici, donc ça c'est 2, ça c'est 2. Et à chaque fois que je vais voir le dépenser lorsque je fais un combat, ou ça peut être pour me guérir, ça peut être toutes sortes de choses, on va tout simplement retirer une charge et on va faire l'application. Donc lui, ça va me donner un bouclier et 2 points de victoire. Si ça me donne 2 boucliers supplémentaires, des points d'attaque. Des fois, c'est une combinaison de tout ça. Donc plusieurs choses intéressantes à faire. Comme je l'ai dit, c'est assez bien illustré. Magnifiques illustrations, vous allez voir. Ou on peut y aller donc du côté de la magie en essayant d'aller donc faire utiliser notre mana
pour pouvoir faire les combats. La mana, c'est intéressant parce que c'est la première chose qu'on fait dans le combat. Donc avant de jeter les dés, on utilise la mana. Si on fait une confrontation à 2 joueurs, ben, on a chacun la chance de jouer des cartes avec notre mana. Et même contre les adversaires. Donc on peut affaiblir grandement notre adversaire avant d'arriver à la fin. Et donc si on décide de monter ici avec notre personnage et d'aller affronter la prêtresse, ben, c'est la même chose. On va prendre tout simplement la carte qui est ici. Elle va ajouter 3 à son attaque et plus 1 à sa vie. Donc vous dites c'est pas grand chose, ben ça va dépendre du nombre de trucs qu'on a enlevé ici. Donc si je suis comme ça vers la fin, ben on regarde ici. Donc on a un 6 ici. 6, 7, 8, 9. Donc elle a 9 d'attaque. Et 1, 2, 3, elle a 4 points de vie. Donc c'est comme ça. Donc il faut décider le bon moment pour aller l'affronter. Et à chaque fois qu'on va rentrer ici, en plus, on va avoir une corruption qu'on va prendre. On va être affaibli avant même de monter la colline. Souvent, on va perdre des cartes. On va avoir plein de choses comme ça. Parce qu'on va avoir ici un aspect ici qui apparaît sur la carte. Donc, dès qu'on a passé ce tour-ci, on a un malus supplémentaire ici qui apparaît. Donc, ici, c'est plus une carte de contamination qui va nous apparaître. Les cartes de contamination... C'est intéressant parce qu'on a également notre fameux personnage qui est ici, donc c'est le Leader of the Hunt, donc le gardien de la hutte, si on veut, qui se trouve être le méchant, donc ça va nous dire comment le jouer. Et c'est une carte qu'on peut garder dans notre main pour éventuellement dire je combats le personnage et j'en prends possession. Alors c'est une des façons donc de faire changer un petit peu le cours de l'histoire avec ce fameux jeu-ci. Qui est assez surprenant. Il y a beaucoup de choses. Bon, moi, j'aurais aimé un plateau un peu plus compréhensible au niveau des couleurs pour moi personnellement. Mais ça reste de mon domaine du privé. Sinon, j'ai eu un petit peu de misère à comprendre parce qu'on a utilisé les mêmes couleurs ici avec les mêmes couleurs de ça, puis les mêmes couleurs de personnages pour comprendre au bout de la ligne que tous et chacun pouvait prendre la possession de la citadelle, même si c'était pas les nôtres. Mais un coup, ça compris, le jeu se déroule assez bien. Le solo aussi va très bien. Ce qu'on fait, c'est qu'on tourne une carte donc une fois le soir puis une fois le jour. Et selon la ronde de jeu, on va tout simplement avancer les jetons qui sont ici selon la progression. On va aller prendre possession de certaines citadelles selon les couleurs qui sont ici. Quelquefois, on a des combats. Quelquefois, en arrivant vers la fin ici, on va avoir également Tess contre la déesse. Bref... c'est quand même bien fait, ça fonctionne bien. C'est sûr que ça ajoute pas autant d'interaction que si on joue à plusieurs joueurs, mais ça nous permet d'ajuster plus de piquant quand on n'est pas 4, et ça permet de jouer également solo pour le tester. Ce que j'ai fait, qui était une longue partie quand même de plus de 3 heures. Mais vous voyez, il y a énormément de matériel. Ça en vaut la peine. Bref, une belle expérience de jeu. Je vous précise également que j'ai une petite feuille ici qui dit que lors de la campagne, il y a un 5e personnage ici qui est Aral qui va apparaître pour le jouer en semi-coop avec une expansion. Donc dans les premiers 48 heures, si ça vous intéresse, ça va être disponible lors de la campagne. J'ai pas encore l'information s'il va y avoir de version française. C'est une compagnie italienne, ça me surprendrait pas. Alors je vais essayer un peu d'aller fouiller le sujet avec Mario. Donc on va rester à l'affût de la campagne. Je vous tiendrai au courant de l'évolution de comment ça se passe tout ça. Bref, je vous ai fait un bref survol. J'ai sûrement oublié quelques trucs, mais vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses dans ce jeu-ci. C'est un jeu assez complet et complexe, très stratégique, visuellement très réussi également. Alors félicitations à l'équipe donc pour Darkest Doom, beau premier projet, ambitieux, mais de ce que je vois comme qualité de matériel, c'est vraiment hors pair, donc je suis confiant qu'ils vont y arriver. Bref, je vous invite à aller voir la description de la vidéo pour avoir le lien pour aller consulter la campagne. Puis moi, je vais aller reposer ma voix puisque, vous avez remarqué, je suis de retour après une fin de semaine de repos. Et j'en ai besoin encore, semblerait-il. Alors, on se reparle très prochainement donc pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye tout le monde, à la prochaine.